Bonjour, donc cette première table ronde a pour but en fait de voir l'universalité du management public en fait sous l'angle est-ce qu'on a bien le même management public dans les différents secteurs de l'administration publique ou secteurs publics, j'allais dire, dans les pays francophones. Sont participants à cette table ronde, tout d'abord, Monsieur Jacques Bédenot, commissaire en chef des armées, qui nous donnera donc la vision d'un manager, d'un haut dirigeant en management public, de la gestion par l'armée des problèmes d'organisation, des problèmes, j'allais dire, de gestion, de contrôle de gestion et autres. Puis nous aurons l'intervention d'un manager, j'allais dire, au plus près du terrain des collectivités territoriales. Je nomme Monsieur Luc Chaperon, directeur général des services du département du Loiret. Puis je donnerai la parole à Monsieur Bertrand Jean-Mougin, qui est directeur d'hôpital et en poste au CHU de Dijon. Et enfin, je donnerai la parole à notre collègue belge, mais qui est aussi président d'une caisse d'assurance en Belgique. Je nomme bien entendu Jean-Marc Vandenberg. Et le but de cette table ronde, c'est de voir, est-ce qu'on peut dégager un management public ou existe-t-il des managements publics? Donc je vais d'abord donner la parole au premier d'entre eux, Monsieur Jacques Bédenot, qui soit reste assis, soit vous pouvez aller au pupitre selon votre choix. Peut-être au pupitre, c'est peut-être plus simple. Celui-ci ? Bien, bonjour. Good morning, everybody. Sir. Afangandi. Parce que, en fait, je voulais vous remercier de me faire participer, de m'inviter à ce colloque qui ramène énormément de personnes et l'on voit tous les continents qui sont ici. Il y a les États-Unis d'Amérique, we have United States, you have Asia also, et il y a beaucoup d'amis africains. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite introduction en 3 langues. En fait, je trouve très bien le fait d'associer ceux qui pédalent sur le vélo et ceux qui donnent l'objectif et qui ont le temps de réfléchir. Et ces échanges que nous allons avoir pendant ces 2 jours, j'en attends beaucoup parce que nous sommes souvent le nez sur le guidon et dans l'armée notamment, nous avons besoin des intellectuels et des gens qui prennent le temps de réfléchir, de comparer les divers systèmes, parce que c'est un enrichissement pour nous que de pouvoir bénéficier de vos travaux. En fait, si je me suis permis de commencer en évoquant quelques langues, c'est parce que la particularité de notre métier, c'est que nous le faisons à travers tous les continents. Et donc, nous sommes à la fois dans l'administration militaire, confrontés à l'administration des pays dans lesquels nous travaillons, avec également en France une sphère étrange, peu connue du monde militaire, c'est l'administration composée de civils. Ces êtres étranges qui ne raisonnent pas comme nous. Et en fait, quand on travaille à la frontière entre le monde civil et militaire, comme c'est le cas pour les commissaires des armées, c'est un moment où on apprend beaucoup et où on s'enrichit mutuellement. En fait, l'administration militaire, je regarde l'heure parce que j'ai un quart d'heure, donc l'administration militaire, c'est une chose dans laquelle il n'y a pas d'uniformité. Je vais vous citer une anecdote qui se passe en Guyane. En Guyane, j'étais en train de travailler au sein de l'administration, et donc nous sommes en France, département français, et
je demande à un de mes collaborateurs, qui était un civil, d'effectuer une tâche administrative qui était en dehors de sa fiche de tâche. Donc la personne me dit, bien écoutez, oui, pas de problème, moi je peux faire ça, sans aucun souci, parce que j'ai le temps de le faire. Et revenant vers mon travail, je reviens à mon bureau de directeur au premier étage et je laisse les gens vaquer à leurs occupations. 30 minutes après, j'ai devant moi le délégué syndical, le délégué du personnel, qui m'explique que j'avais rencontré ce monsieur dans les entrepôts. Ce monsieur était en train de se reposer à 9h du matin sur son transpalette, et donc il s'ennuyait. Et donc je lui avais dit, bien, si vous vous ennuyez, est-ce que vous pouvez en profiter, s'il vous plaît, pour faire une partie de l'inventaire du magasin, parce que ça nous aiderait dans d'autres tâches. Et lui a trouvé vraiment, à titre personnel, il a trouvé ça très intéressant. Il a dit, oui, je peux faire ça sans problème, au contraire, c'est intéressant, ça va me faire évoluer. Et discours du délégué du personnel et du délégué syndical, une demi-heure après, en face de moi, en présence du même monsieur, de m'expliquer que, en fait, ce n'était pas dans sa fiche de tâche. Je répète, nous sommes en Guyane. Ce n'était pas dans sa fiche de tâche. Et donc, si je donnais à cette personne qui s'ennuyait à son poste de travail une mission complémentaire, sans la rémunérer, c'était de l'esclavagisme. Bien. J'ai appris par la suite que la personne était un sorcier vaudou, et donc il avait un énorme pouvoir sur les autres, parallèle, qu'il ne se voyait pas comme nous pouvons le faire. C'est une anecdote. Une deuxième chose, donc l'universalité du monde administratif dans ces moments-là, c'est une particularité, parce que même au sein du ministère de la Défense, on voit combien c'est différent. J'étais en Polynésie. En Polynésie, il y a donc parmi nous des cadres A, des cadres B, des cadres C. Et je demande à un cadre A d'accomplir une mission qu'il confie au cadre B, qu'il confie au cadre C. Et à ce moment-là, je vois le cadre A qui me dit je préférerais que ce soit vous qui parliez directement au cadre C. Ça ne me gêne pas. Donc je vais parler à la dame qui était cadre C. Et par la suite, je reviens vers mon cadre A, qui était un local en Polynésie. Et il me dit, oui, vous comprenez, en tête à tête, évidemment. Il me dit, je ne peux pas parce que, en fait, c'est la fille de mon roi. Et comme c'est la fille de mon roi, je ne peux pas lui donner d'ordre. Moi, cadre A dans l'administration française, je ne peux pas donner d'ordre à un cadre C parce que dans le civil, je lui dois le respect. Ça, c'est la vraie vie à laquelle nous sommes confrontés de temps en temps. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que nous faisons dans l'administration militaire. Le terme étrange de commissaire des armées, ça vient en fait de commissaire des guerres, Jean le Bon, XIVe siècle. Ce sont les gens qui s'occupent, pour faire bref, de tout ce qui est l'administration et de tout ce qui est le soutien, les finances, l'administration, la logistique, avec une particularité, c'est que nous le faisons au contact des opérationnels. Et cette particularité avec les opérationnels, certains m'ont demandé ce matin, tiens, vous avez plein de pins sur votre tenue, à quoi ça sert? Ben, je vais vous dire la première raison. C'est que lorsque nous sommes des administratifs dans l'armée, il y a une phrase célèbre qui dit « l'intendance suivra ». Et donc, quand nous nous trouvons confrontés avec des opérationnels, des commandos, des parachutistes, des guerriers, eh bien, nous ne sommes qu'un besogneux qui fait de la paille toute la journée. Et ce que nous faisons, les décorations que nous portons, sont un premier moyen de langage vers les opérationnels. C'est-à-dire qu'on leur dit, tu vois, je suis vieux, je suis gradé. J'ai fait des écoles, donc je sais faire réfléchir et compter à plus de 1, 2, 1, 2. Première chose. Deuxième chose, j'ai fait des opérations comme toi. C'est-à-dire que je me suis baladé avec une arme, je sais l'utiliser, on m'a tiré dessus, et ça, je l'ai fait dans plusieurs pays. Et c'est ce qu'on voit avec toutes les couleurs que j'ai sur la poitrine à gauche. Après, quand on parle avec les parachutistes, on dit « Ok, il faut être courageux pour franchir la porte d'un avion en marche, et c'est pas très naturel de sauter dans le vide à 800 mètres d'altitude, et pourtant, on sait le faire. 800, 300 mètres pour les spécialistes, un peu moins pour les experts. Et puis ici, j'ai un autre morceau de métal
qui veut dire, lorsque je parle avec les Alpins, oui, je sais skier, je sais ce que c'est passer des nuits dans un igloo, et je sais ce que c'est de progresser dans les montagnes en Afghanistan, sous la neige. Donc, ça sert à ça, ce décorum. C'est un premier moyen de se rapprocher de nos administrés, de nos soutenus, en disant, eh bien moi je suis là pour assurer le soutien, mais quand tu me dis qu'il fait froid à l'intérieur d'un igloo, je le sais. Regarde, c'est marqué là, j'ai passé plusieurs nuits dans un igloo. Ça nous donne une certaine légitimité vis-à-vis de nos camarades opérationnels que nous côtoyons tout le temps et qui, depuis des lustres, ont tendance à penser « l'administration suivra, l'intendance va suivre ». Alors, dans les points que nous devons aborder, il y a le New Public Management. Et en fait, ce que l'on se demande à chaque fois, c'est est-ce que les militaires ont des liens avec le privé suffisamment pour pouvoir améliorer leur administration? Eh bien, très concrètement, voilà la situation que je vis de tous les jours. Alors, je suis en uniforme, mais ce n'est pas un langage officiel que je vais vous tenir, c'est le langage que je vis. Donc, actuellement, mon poste, c'est d'être en haut de la pyramide auprès des grands chefs qui sont le directeur central du service du commissariat des armées et le commandant des forces terrestres. Alors pour les initiés, le commissaire, c'est la petite feuille d'acanthe qu'il y a là, c'est pas une corne d'abondance, ça veut dire que j'ai pas du budget pour tout le monde et que mon maître mot c'est vous avez besoin de quelque chose, c'est très bien, je vais vous expliquer comment vous en passez parce que je n'ai pas assez d'argent. Et ici, le petit logo rouge, ça veut dire que je fais partie des forces terrestres et que je suis près du grand chef. Voilà. Et donc, ce que l'on vit actuellement dans les forces armées, c'est qu'il y a un terme que nous avons tous en commun, c'est la RGPP. Donc, il y a des personnes qui ont dit, eh bien, il faut réduire, il faut toucher les dividendes de la paix. Donc, toucher les dividendes de la paix, ça veut dire en clair réduire les effectifs. Donc, nous avons une grande chance, c'est que nous avons énormément de renouvellement. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir des anciens sages comme moi avec les cheveux argentés. Pour un commissaire, on dit argenté sur les côtés, on dit pas blanc. Et en fait, c'est d'avoir des personnes qui soient aptes à courir dans la campagne avec un fusil. Donc on a un pourcentage de notre population qui sont très jeunes. Et donc ça nécessite un grand renouvellement. Donc en clair, la RGPP chez nous, ça a été de dire, vous allez supprimer en 5 ans 30% de vos effectifs. C'était ça les dividendes de la paix dans les années 90. 30%, est-ce qu'il y a une administration qui a perdu 30% de ses effectifs comme ça, en 5 ans? Il y en a une, vous pourrez le dire, c'est le ministère de la Défense et les armées. Et les opérationnels ont dit, certes, il faut baisser de 30% nos effectifs, mais en fait, on va prendre ceux qui sont le moins utiles sur le terrain, parce que notre métier premier, c'est de faire la guerre, et celui qui sert moins à faire la guerre, c'est le cuisinier, c'est l'administratif, c'est tous les gens qui s'occupent du soutien. Donc on va faire principalement porter la réduction d'effectifs sur le soutien. Concrètement, ça veut dire qu'en 3 ans, 4 ans, nous sommes passés, les gens du soutien, dans ma partie, de 35 000 à 25 000. Mission, soutenir les mêmes effectifs. Si ce n'est qu'entre-temps, et malheureusement, une partie de ma famille est en Issarthe, je peux vous dire que l'année dernière, il y a eu une montée de pression dans la famille parce qu'on ne savait pas où étaient mes nièces. Donc quand on vit dans sa chair, on le vit différemment. Et donc, il y avait à ce moment-là le terrorisme, la réinstallation de Vigipirates et de Sentinelles, et donc la volonté politique d'augmenter le nombre de patrouilles dans les rues. Donc concrètement, ça donne que le soutien passe de 35 000 à 25 000, et les forces soutenues dans les forces terrestres, donc 35, 25 000, et de l'autre côté, on passe de 66 000 à 80 000. Moins d'administratifs, moins de soutien, plus de gens à soutenir. Donc, changement du paradigme. En plus, lorsque nous avons travaillé, nous étions sûrs. Nous avons besoin d'une défense nationale. Il y a quelque chose qui s'appelle le livre blanc. Le livre blanc définit la politique générale de la nation pour se défendre. Et elle dit, le soutien, nous allons concentrer, optimiser le soutien, donc en clair, le rassembler. Là où il y avait 3 personnes qui étaient à Saint-Raphaël, qui faisaient du soutien, 3 personnes qui étaient à Hyères, qui faisaient du soutien,
4 personnes qui étaient à Nice, qui faisaient du soutien. Ça fait 3 plus 3 plus 4. On va tous les regrouper à Toulon, et 3 plus 3 plus 4, ça fait 5. C'est la logique. Donc, en fait, toutes ces personnes, cette concentration qu'il y a eu à Toulon pour soutenir, je prends des gens des localisations locales, donc toutes ces personnes qui sont maintenant regroupées à Toulon doivent soutenir en même temps Fréjus, hier, et des unités proches de Marseille. Éloignement géographique, réduction d'effectifs. Bien. Donc, c'est toute cette évolution que je voulais un petit peu vous expliquer. Et à côté de ça, nous avons évidemment des outils maintenant pour mesurer la qualité du service rendu. D'ailleurs, nos outils s'appellent la QSR, qualité du service rendu, qui sont hautement inspirés de notre métier à la fois de soutenant militaire, proche du monde civil. Une particularité dans ma carrière, j'ai été durant 5 ans directeur commercial d'un établissement public industriel et commercial. Donc ce qui veut dire qu'en fait j'ai été constamment à la frontière entre, dans la logistique internationale, en train de travailler avec des personnes du monde privé, et mon président du conseil d'administration, puisque je présentais mes chiffres devant le président du conseil d'administration, était nommé par le ministre de la Défense et était le président de Carrefour France. Donc inutile de vous dire que dans la tête, je travaillais constamment avec les militaires déployés sur le terrain, et 2 fois par an, je présentais au directeur de Carrefour France les résultats financiers de l'EPIC. Voilà, pour résumer en quelques mots, un petit peu la situation dans laquelle nous travaillons tous les jours. Alors évidemment, là, nous allons travailler ensemble. Je reste présent, juste un petit message, je reste présent pendant les 2 jours avec vous. Il y en a certains qui m'ont demandé de participer à leur table ronde, j'irai volontiers. Si jamais vous avez besoin d'informations sur le ministère de la Défense, je vais essayer de rester en tenue pendant les 2 jours, ça vous permettra rapidement, ou de me reconnaître, ou alors de prendre contact, de trouver des contacts à l'intérieur des armées. Eh bien, c'est volontiers que j'essaierai de partager ces informations avec vous, parce qu'encore une fois, si mon patron m'a permis de venir parmi vous pendant 2 jours, c'est parce que nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous et de bénéficier de vos réflexions et de votre intelligence. Voilà.